Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Bonner, tout juste diplômé d'un master de management des ressources humaines, qui a réalisé un mémoire passionnant sur un sujet encore trop peu exploré en entreprise. Il s'agit des apports des neurosciences aux pratiques RH. Il s'est demandé très concrètement comment les neurosciences peuvent-elles transformer la stratégie RH. Vaste sujet. Recrutement, formation, motivation, leadership, conduite du changement. Son travail offre un regard scientifique, humain et profondément opérationnel sur ce qui fait le cœur du métier RH, le fonctionnement du cerveau humain. Marc-Olivier, bienvenue, je suis ravi de t'accueillir dans cette émission. Bonjour, hein. Merci, c'est gentil. Je suis aussi très heureux d'être dans cette émission-là. Podcast que justement j'ai déjà écouté. Donc je suis très ravi. Mais moi aussi, je suis enchanté. Et puis, il y en a peut-être qui connaissent pas trop, mais je fais un petit historique. On s'est connus à l'AFPA, tous les deux, sur des fonctions dans les domaines des ressources humaines. C'est comme ça que je t'ai connu. Et du coup, on a gardé contact. Parce que moi, je suis plus, je suis parti. Et j'étais passionné par tes travaux, par qui tu es. Et je me suis dit, ça peut être super intéressant que nos auditeurs découvrent qui tu es, au-delà de ce que tu fais, et puis la thématique que tu as traitée, parce que c'est assez innovant et ça m'a paru super intéressant d'aborder ça avec toi. Voilà. Alors avant d'entrer dans le fond du sujet, est-ce que tu peux, toi, rapidement te présenter voilà, en quelques minutes sur ton parcours et ce qui donne du sens à ce que tu fais et ce qui nous donne à traiter aujourd'hui de cette problématique des neurosciences dans les RH. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour commencer mon parcours, donc ma formation, j'ai fait une licence de droit, mais avec mention gestion des ressources humaines, justement. Mhm. Et ensuite un master 2 en ressources humaines dans une école de commerce. Mention rémunération et variable, justement. Ok. Donc, pour réussir justement ce cursus, j'ai été en alternance. En licence, j'ai été à Total Énergie, justement, à la Défense. Et par la suite, j'ai été à l'AFPA, à Montreuil, au siège. Donc, ça m'a vraiment aidé. Ça a été un parcours très enrichissant. Mhm. Beaucoup de choses que j'ai appris dans la pratique se sont retrouvées justement dans la théorie et vice-versa. Ok. Et actuellement, je suis justement pièce centrale à Carrefour, justement, à Carrefour Ok. Auteuil. Ouais. Donc, je fais du management, je fais de la planification, je gère une équipe d'environ 60-80 personnes. Ok. Donc, lorsque j'ai été justement en Master 2, on avait beaucoup de choix pour le mémoire. Justement, comme tu l'as dit, donc, paie, droit, rémunération, IA, etc. Mais avec mon binôme, justement, à Tilt Freshfield, on voulait pas choisir la facilité. On voulait vraiment de la singularité. On voulait pas juste réciter ce qu'on a étudié en cours, on voulait pas juste reprendre notre cours et le réécrire. On voulait vraiment apprendre quelque chose. Donc c'est là justement qu'on a pris la décision de prendre les neurosciences Mhm. et on a commencé par lire les neurosciences pour les nuls, parce qu'il faut bien Mhm. commencer quelque part. C'est pour la base, hein. C'est ça? Exactement. Et c'est là vraiment qu'on a tous les deux vu que les RH ne gèrent pas seulement des compétences, mais elles accompagnent des cerveaux en action. Et Ouais. c'est là que ça a fait tilt et on s'est dit, ça va être, notre sujet, ça va être une neuroscience. Alors c'est passionnant, courageux aussi, et tu m'as dit que tu t'es, enfin,
Tu as appris beaucoup de choses justement à travers cette investigation pour ton mémoire. Alors, dans ton travail, tu expliques que comprendre le cerveau, c'est comprendre les comportements et notamment aussi tout ce qui est lié dans l'être humain, les émotions et les décisions au travail. Si tu devais résumer en une idée, quel est l'intérêt majeur des neurosciences pour les RH aujourd'hui? En guise d'introduction, on va dire. Si je devais résumer en une seule idée l'intérêt majeur pour moi des neurosciences, je dirais qu'elles permettent de passer d'un jugement rapide à une compréhension profonde, justement. Donc, l'apport principal des neurosciences, c'est qu'elles transforment le regard des RH. Elles nous apprennent que derrière chaque comportement, il n'y a pas une intuition négative, mais souvent un mécanisme cérébral. Donc, Ok. le cerveau ne cherche pas à nous nuire, il ne cherche pas à survivre, il fuit surtout le danger. Donc, grâce aux neurosciences, on peut comprendre que le stress, il active l'amygdale, que la peur bloque la prise de recul, l'insécurité diminue la motivation, et encore plein d'autres choses, justement, qu'on va voir dans ce podcast. Ok. Alors, c'est une belle entrée en matière. Et je me dis, si on rentre dans les notions scientifiques, Ouais. si les RH devaient retenir, ou les managers, hein, parce que ça s'applique à beaucoup de personnes dans l'entreprise, mais quelles sont les notions clés qu'ils devraient connaître selon toi? On parle de neuroplasticité, de biais cognitifs, il y a plein d'autres choses. Mais quelles sont les notions clés scientifiques sur lesquelles ils pourraient se pencher? Ouais. Alors, tout d'abord, pour moi, un RH, justement, il est RH et justement pas neuroscientifique. Mhm, Tout ce qui est mots complexes, mhm. il va pouvoir les connaître. En lisant, il va les apprendre. Mais c'est pas le plus important à retenir. Le plus important, c'est de la pratique. Ouais. Donc, il pourra apprendre justement les effets, donc se renseigner sur le cortex préfrontal justement pour se renseigner un peu sur les effets. L'amygdale, on connaît de nom, mais on ne sait pas forcément l'impact que ça peut avoir. Donc, on peut se renseigner dessus. Donc, oui, les biais cognitifs justement, les neurotransmetteurs. Oui. Et tout ça sont des choses que justement le marketing sont en avance sur les RH. On dit Mhm. oui, le jaune couleur vive, couleur vive ça attire l'œil, donc si on met ça là, la pub va être regardée, etc. Mais en RH, on ne l'utilise pas. Donc c'est une fonction juste à côté de nous, une fonction avec laquelle on travaille, qui est en avance sur nous, mais on s'en inspire pas. Donc aussi regarder ce que font les autres fonctions en neurosciences, ça pourrait aussi inspirer justement notre travail. Justement, parce que je trouve très intéressant ce parallèle que tu fais en termes de marketing. Souvent, on fait du marketing client, mais est-ce que tu penses que ça pourrait être judicieux de faire du marketing collaborateur, c'est-à-dire de mieux comprendre le collaborateur, son fonctionnement, pour adapter, je ne sais pas moi, des discours, des manières de relationner, de communiquer? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Toujours, on regarde le client, on se dit, ah, mais en tant qu'RH, le collaborateur, c'est aussi un client. Ouais. Le collaborateur, on travaille avec lui, mais on travaille aussi pour lui. On est là pour son bien-être, on est là pour sa santé mentale, et lui est là aussi pour faire croître l'entreprise. On travaille ensemble. Donc, ce qu'on fait pour un client, la manière dont on traite bien un client, que ce soit la direction ou justement les DRH ou même les RH, on doit tous traiter nos collaborateurs de la même manière, ou voire même mieux. Ok. Alors, dans ton mémoire, tu montres que le recrutement, il est très impacté par, notamment par les biais cognitifs. Et quels sont, selon toi, peut-être les deux, trois biais les plus significatifs, euh, peut-être les plus dangereux ou disons les plus significatifs dans le processus RH? Euh, je dirais l'effet de halo. C'est le biais de la première impression. Donc, euh, on voit plus le candidat, on voit plus une lumière qui éblouit. On se dit, la personne a une qualité, Mhm. elle a un charisme, elle a une école prestigieuse, une est en salle orale, hop, tout est contaminé. Ça veut Ok. dire que le candidat, il est arrivé bien habillé, il a fait HEC, il aura des défauts, mais ce qu'on a vu au début va passer devant. Ok. Je dirais aussi le biais de confirmation.
Donc, Mhm. on cherche inconsciemment à valider ce que l'on pense déjà. On se questionne plus. On fait que confirmer en fait notre impression. Ah, il a un profil junior. Il ne tiendra pas la pression. Mhm. Après ça, chaque réponse, ça devient un peu une preuve de faiblesse au lieu d'une preuve de potentiel. Bah, pour rester un petit troisième, j'ai le biais de similarité. On préfère ce qui nous D'accord. ressemble. Même parcours, même référence, même façon de penser. C'est un peu le confort du cerveau. On ne choisit pas par Mhm. compétence, mais parce qu'il nous ressemble et on sait que il va être d'accord avec nous. Il n'y aura pas de conflit, justement. Et ça, c'est un vrai, vrai danger en recrutement. Ça. Le souci, c'est pas de se tromper, c'est de croire qu'on est objectif. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint aussi d'autres émissions où on se rend compte que finalement, de plus en plus dans les recrutements, par sécurité, on recrute bien identifié, balisé, les mêmes écoles, les mêmes codes. Et en fait, ça sclérose l'innovation. Et souvent, les recruteurs, alors c'est pas facile de recruter, mais il y a des réflexes où on se ferme à ça, en fait, et on n'ouvre pas justement sur des profils complètement atypiques. Et c'est intéressant parce que ça peut peut-être être une clé de compréhension, ces biais justement cognitifs. Ouais. C'est pas forcément volontaire, mais c'est quelque chose en fait qu'on a en nous. Et, et je trouve que c'est bien que tu en parles, que tu l'expliques, parce que ça permet peut-être à des recruteurs de comprendre des fois pourquoi il y a ces réflexes-là inconscients, hein. Donc voilà. Ouais, et bah, comme tu l'as dit, justement, ils sont humains. Donc la clé, c'est pas de les éliminer, on pourra pas. Mais il faut les Mhm. rendre conscients, il faut être conscient de ces biais cognitifs. Comme ça, lorsqu'on les utilise, on peut se dire, ah non, c'est un biais. Et là, justement, il y a d'autres manières aussi, par exemple les entretiens structurés, les grilles d'objectifs, des formations biais cognitifs. Ça Oui, peut aider justement à voir un peu à quel moment ils nous impactent. ok. Très intéressant tout ça. Alors, les neurosciences proposent des outils pour mieux objectiver l'utilisation et l'évaluation dans le recrutement. Il y a des tests cognitifs, des analyses multidimensionnelles, il y a de plus en plus l'IA aussi qui vient se greffer là-dessus. Si tu devais retenir une avancée clé pour toi dans le recrutement, qu'est-ce que ça serait? Ben, je dirais que justement, c'est l'entretien structuré. Oui. Je ne dis pas que on fait, c'est pas une personne qui est en garde à vue, donc c'est pas Mhm. un texte déjà tout écrit, on va lui poser des questions et il nous répond. Mais c'est un outil qui réduit le plus efficacement les biais cognitifs justement, tout en respectant le fonctionnement réel du cerveau. On va Ok. plus se baser sur une intuition floue ou une impression charismatique, mais vraiment des critères objectifs, des questions standardisées et une évaluation croisée des compétences cognitives et comportementales. On va plus choisir au feeling, on va décider avec lucidité et le cerveau va essayer de juger pour enfin analyser justement. Ok. Alors, en ce qui concerne j'aimerais bien t'interroger aussi sur te poser des questions sur la motivation et la performance et ce que nous apprend le cerveau. Donc, tu expliques bien la différence entre la motivation extrinsèque et intrinsèque. Et comment un manager peut-il activer réellement la motivation intrinsèque dans une équipe? Est-ce que tu peux aussi préciser cette différence aussi entre motivation extrinsèque et intrinsèque pour nos auditeurs? Je dirais justement que la motivation intrinsèque, elle s'ordonne pas, elle se cultive justement. Et la vérité, c'est que le manager n'a pas à forcer la motivation. Mhm. Justement, il va créer les conditions pour qu'elles émergent. La motivation intrinsèque, elle, en l'occurrence, elle s'active lorsqu'il y a trois besoins fondamentaux qui sont respectés. Le D'accord. sentiment de compétence, Mhm. l'autonomie, ainsi que le sens. Ok. Donc, donc vraiment, quand un collaborateur il sent qu'il progresse, qu'il a de la marge de manœuvre, qu'il comprend pourquoi il agit, c'est que la dopamine s'active. Et Mhm. actuellement, dans mon travail justement à Carrefour en tant que manager, Mhm. euh, c'est là que je le vois. Quand on dit à un salarié, fais cette tâche-là, parce qu'il y a différents postes, fais cette tâche-là, et c'est un poste qu'il n'affecte pas forcément, il affectionne pas forcément, Mhm. il va le faire, mais ça va pas être optimal. Il va le faire parce qu'il doit le faire. Oui. Que quand on lui dit ah fais ça et par exemple il l'a jamais fait, il va essayer de le faire bien, il va apprendre et on a un assez bon management là-bas, ce qui fait que s'il fait une erreur, on va le corriger. Les erreurs, on en fait plein, c'est la grande distribution, il n'y a pas de souci.
Donc vraiment quelqu'un avec lui pour le former, quelqu'un qui s'est formé, etc. Donc ça vraiment, c'est motivation intrinsèque et extrinsèque. Ça va beaucoup jouer sur l'objectif final et sur le résultat. C'est la manière d'atteindre le résultat, du coup, en fait. Exactement. Ouais. Alors, tu parlais de dopamine, d'ocytocine. Tu montres dans ton travail que ces hormones jouent un rôle clé dans la performance. Quels sont les leviers pour toi managériaux concrets pour activer les bons circuits, on va dire, neuronaux, et notamment c'est la dopamine, l'ocytocine? Ben, par exemple, pour les leviers concrets pour activer cette motivation, justement, ça va être de donner de l'autonomie réelle. Pas juste dire t'es autonome. Oui, Valoriser l'effort, la progression, pas seulement le résultat. Dire, ah, c'est bien que tu as réussi à faire ça, ça, ça et ça. Ce qui nous a mené à faire ça, à avoir ce résultat-là. C'est ok. vraiment montrer que chaque étape qu'il a fait est importante. Pas juste le reporting à la fin. Vraiment relier chaque tâche, faut qu'elle ait un sens clair aussi. Quand la personne elle comprend ce qu'elle fait, elle va vouloir en savoir plus dessus. Mhm, Donc, offrir aussi des stimulants atteignables, donc des objectifs justement pas trop inatteignables, pas trop lointains non plus. mhm. D'où le fait d'avoir des étapes et instaurer un climat de reconnaissance sincère, forcément. Du coup, ça active quand on travaille sur des notions de valorisation, de reconnaissance, ça active du coup euh, ces hormones en fait. Du coup, la Et production en fait de sérotonine, dopamine. Du coup. exactement, la dopamine, elle stimule l'élan, si je peux dire ça comme ça, et Mhm. l'ocytocine, elle nourrit le lien, justement. Et un Ok. manager peut réellement les activer au quotidien. Justement, pour la dopamine, il va fixer des objectifs clairs et atteignables. Mhm. Donc ouais, valoriser les progrès, comme je disais tout à l'heure. Et quand un collaborateur sent qu'il avance, c'est là que le cerveau libère la dopamine et la motivation devient naturelle, justement, presque instinctive. Le vrai défi pour les entreprises, ça va être d'intégrer ces leviers dans la culture managériale, pas Mhm. uniquement dans des formations ponctuelles. Car le manager de demain, ça va être savoir lire les émotions avant seulement les KPI. Oui, complètement. C'est important cette notion, ouais, tout à fait. Et justement, ben, en sachant lire les émotions, ça va se traduire au final par les comportements, dans les KPI de performance économique aussi. Donc, Exactement. alors, j'aimerais maintenant qu'on évoque que tu puisses expliquer, parce que j'ai vu dans ton rapport, une différence entre le stress aigu bénéfique et le stress chronique toxique, ce qui est en ce moment. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de mal-être au travail, mais à la fois, on n'aborde pas forcément de manière très explicite cette notion de stress. Alors, autant il peut être Ouais. bénéfique et autant il peut être préjudiciable. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence entre voilà, le stress aigu bénéfique et le stress chronique toxique? Le stress et en fait la différence entre les deux, ça va être surtout la temporalité. Oui, Le fait qu'on mette de la pression, qu'on ait de la pression, dans chaque travail, il y a des moments de pression. oui, Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si on a une pression une journée, c'est la veille, après le lendemain, on rend le reporting, on a la réunion avec la direction, la personne va être justement motivée, elle va faire son mhm, travail bien, elle va être concentrée pendant une journée, elle aura la réunion, elle va être concentrée le lendemain aussi, et après, elle va pouvoir se relâcher. Si le stress est perpétuel, le matin, on arrive au travail, on est stressé parce qu'il y a ça, l'après-midi, on mange, on pense à ça, le soir, on rentre, on pense toujours au problème, c'est mhm. là que ça devient néfaste pour l'organisme. Ok. Effectivement, c'est vraiment à prendre en compte, c'est cette notion. Et c'est d'arriver à trouver quel est le juste milieu. Et peut-être justement, tu parlais de, que le manager soit attentif en fait aux collaborateurs et peut-être aux signaux faibles. C'est peut-être de lui donner la parole aussi aux collaborateurs pour qu'ils puissent indiquer à quel niveau il se situe par rapport à du stress aigu bénéfique et du stress chronique toxique. Parce que tout le monde n'est pas égal en fait dans la Exactement. gestion de ce stress. C'est vrai, c'est vrai. Alors,
J'aimerais justement que tu parles maintenant, c'est un thème qui était intéressant, je trouve, de la surcharge cognitive. Et c'est quand même un point qui est clé dans ton mémoire. Et quelle pratique simple permettrait enfin, d'éviter la saturation mentale des collaborateurs? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'informations, de choses et d'autres, et il y a vraiment une surcharge cognitive. Comment on peut arriver à limiter cette surcharge, selon toi? Pour moi, la surcharge cognitive, elle vient pas toujours justement d'un excès de travail. C'est pas toujours l'excès de travail qui crée la surcharge. Mhm. J'ai lu justement donc plusieurs livres, plusieurs études. Passez-moi une neurosciences pour les nuls. Ouais, oui. Neuromania, ainsi que d'autres études, certaines très poussées. Je n'ai pas Mhm. forcément tout compris, donc j'en ai pas forcément parlé dans mon mémoire. Mais j'ai appris des choses. Et elle vient souvent d'un excès de bruit, justement. Donc le cerveau n'est pas conçu pour tout le temps tout traiter, partout, être tout le temps concentré. Et pour éviter la saturation, justement, l'organisation doit apprendre à simplifier, structurer et respirer. Il faut prioriser clairement les tâches, parce que quand tout est urgent, bah, plus rien ne l'est vraiment. C'est vrai. Donc un cerveau sans hiérarchie, il s'épuise. Il faudrait aussi, je dirais, réduire les interruptions. Moins de notifications, moins de sollicitations simultanées, instaurer des deep work. Ça, beaucoup ne le font pas, mais ça pourrait changer la vie de leurs collaborateurs. Des plages sans réunion, sans mail, sans bruit, juste le collaborateur et sa tâche. Et c'est là que le silence devient justement productif. C'est les fameuses zones blanches aussi dans les entreprises, voilà, qu'on de plus en plus on intègre et qui est venu aussi avec la notion du télétravail aussi. Exactement. Parce que pendant le télétravail, on a remarqué que lors du Covid, certains collaborateurs travaillaient plus qu'avant. Et ils recevaient tout le temps des messages, vu que tout passait par message, personne ne venait au bureau. Ils avaient une réunion, ils recevaient 10 messages. Ils devaient y répondre. Pendant ces messages-là, ils recevaient d'autres messages, Teams, des mails. En même temps, ils avaient des appels. Et ça crée vraiment bah ça crée du stress, justement. Ça crée du stress. Chronique, du coup, parce que si c'est Exactement. répété, et c'est toxique, ouais. Alors, dans ton livre, ça, c'est peut-être un lapsus, hein, ça viendra peut-être après, c'est la prolongation. Tu cites des exemples inspirants comme SAP, Google, et quel type d'initiative en QVT t'as le plus marqué pour son efficacité neuroscientifique? Bah, parmi tous les exemples que j'ai étudiés, celle qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est la formation massive à la pleine conscience, justement, mise en place par SAP. Ok. Parce qu'elle agit directement sur les circuits cérébraux, du stress, de l'attention et de la régulation émotionnelle. SAP, ce qu'ils ont fait, c'est que SAP, il a formé des milliers de collaborateurs à la mindfulness, à la pleine conscience, Mhm. avec des effets mesurés. Donc, la réduction du stress, l'amélioration de la concentration et la performance accrue. Et ces pratiques, elles permettent d'apaiser l'amygdale, justement, comme on en a parlé tout à l'heure, et de réduire la production de cortisol. Ok. Donc ça permet de réactiver le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est vraiment le point central pour tout ce qui est clarté mentale et prise de décision. S'il est encombré, on aura du mal à prendre des décisions. On va vouloir prendre des décisions, et c'est à ce moment-là que on va être bloqué. C'est au Mm. moment important que le cerveau va se bloquer. Et bah, ça nous est déjà tous arrivé. On doit réfléchir, on nous pose une question, on doit répondre tac au tac, on se fige. Et ben c'est justement ça qui ne s'est pas activé. C'est intéressant que ça fait le lien avec notre question précédente, c'est la notion des temps de déconnexion, de repos physiologique. Et du coup, je suppose que quand ils ont fait la pleine conscience, c'est aussi des temps où on déconnecte par rapport à un environnement stressant et on récupère des ressources quelque part, finalement. Mm. Exactement. Et justement, bah, tu me demandais parmi toutes les études que j'ai vues, laquelle m'avait un peu marqué, Oui. parce qu'il y avait aussi Google dedans. Google Mhm. qui a justement, lui, fait quelque chose de totalement, enfin, je dirais pas en fait opposé, mais sur les 5 jours de travail qu'ils avaient, un seul, donc 20% quand même du temps de Mhm. travail, Google rémunérait ses salariés au taux horaire normal Mhm. et ils pouvaient travailler sur leur projet personnel justement.
s'il voulait monter une entreprise, si il voulait justement se former sur un domaine. Mais Google a finalement arrêté ça parce que les salariés ont fini par faire autre chose sur leur temps de travail, comme réserver leurs vacances, Mais oui, jouer, etc. ok. C'était vraiment du perso là pour le coup. Exactement. Parce que l'idée Ouais. était bien en soi. L'idée était Oui. très bien. Ça Mm. permet aux gens justement de pouvoir se cultiver, de pouvoir travailler sur eux-mêmes Mhm. et avoir un temps de déconnexion quand même. C'était un peu une semaine de 4 jours sur 5. C'est déjà, ils étaient un peu en avance. Oui, Donc, complètement. mais au final, le résultat, d'après eux, était mauvais, donc ils l'ont enlevé. Donc j'ai préféré choisir SAP. Mm. Ok. Mais c'est intéressant que tu le montres parce que enfin que tu l'expliques parce que je pense pas que beaucoup de gens le connaissent cet exemple. Et voilà, ça peut donner aussi peut-être des entreprises qui auraient voulu avoir cette idée, peut-être de la repenser avec peut-être un peu plus de cadre, parce que c'est vrai que euh, en fait, il y a aussi des réflexes conditionnés humains, donc c'est important d'amener de la souplesse dans le cadre, je pense. Donc, Exactement. alors ensuite, tu rappelles que le cerveau, il est biologiquement programmé pour résister au changement. Oui. Ça, voilà. Alors pourquoi et qu'est-ce qui se joue au niveau de l'amygdale et du contexte préfrontal, justement? Justement, le cerveau, il n'aime pas le changement. C'est pas qu'il n'aime pas le changement. C'est non pas par paresse, mais par instinct de survie. Mm. Biologiquement, il est programmé pour privilégier ce qu'il connaît. C'est ce qu'on appelle la zone de confort, justement. Oui. Et c'est parce que ce qui est familier est perçu comme sûr pour lui, et ce qui est nouveau comme potentiellement dangereux. Quand un Mm. changement survient, il y a deux structures qui rentrent en dialogue ou en conflit. Donc justement, l'amygdale et le cortex préfrontal, dont je parlé tout à l'heure, justement. L'amygdale, elle analyse en permanence son environnement. Si elle détecte une incertitude, une perte de repère, une menace potentielle, ça Mhm. va déclencher justement une alerte, donc du stress, de la peur, de la résistance, tout ce qui est comportement défensif. Oui. Et le cerveau passe alors en mode survie. Il réfléchit plus, il se protège. Et le cortex préfrontal, justement, qui est la zone de réflexion, va être impacté. Et c'est pourtant lui qui permet l'analyse, la prise de recul et la rationalité. Ce qui Oui. fait que lorsqu'on a besoin de lui, il va être absent. Donc, il faut réussir à jongler entre ce qui rassure, ce qui transforme. Et c'est là qu'un collaborateur va apprendre que son poste va. Pardon. Le changement, justement, n'est pas seulement organisationnel, il est neurologique. Et Oui. c'est un combat un peu silencieux entre la peur de perdre et la capacité à s'adapter. Ok. Et c'est justement là un collaborateur va apprendre que son poste par exemple, va évoluer. Il faut voir comment il va agir, s'il va se bloquer ou Mhm. pas. Parce que certains vont bien le prendre, d'autres non. Certains ont l'habitude justement des situations de stress. Donc quand l'esprit frontal, ils vont pouvoir agir, prendre du recul. D'autres non, ils vont paniquer. Et donc c'est là que nous, notre rôle de RH, justement, faut voir que c'est un refus conscient ou pas, si la personne a l'habitude de subir du stress ou pas. C'est un peu une alarme biologique. Mhm. Et comment on fait justement pour arriver à dépasser cette zone d'inconfort? Est-ce que il y a une approche qu'on peut proposer? Bah, le problème de tout ce qui est changement, par exemple, à l'école, en Mhm. RH, en management ou autre, on a tous vu la courbe du deuil, la courbe de Club Oui. Ross. Moi, je suis pas d'accord avec la courbe du deuil personnellement. Mhm. Je Oui, sais pas oui. ce que tu en penses, mais personnellement, je peux pas comparer un deuil à un autre. Chacun vit Mhm. son deuil différemment, comme chacun a son changement différemment. Et prendre un exemple justement d'une courbe du deuil pour l'appliquer à un changement, certes brutal ou radical, dans la vie de quelqu'un en RH, pour moi, ça n'a pas de lien, ça n'a pas de sens. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi, je partage ton avis. C'est pas aussi linéaire que ça. Et chacun a des prismes mais aussi des conditionnements, hein. Il hérité de son enfance, de ses programmations, donc qui vit en fait des phases de changement complètement différentes avec des phases qui peuvent être aléatoires en fait. Donc oui, enfin, moi je partage ton avis aussi. Donc c'est intéressant pour théoriser un modèle, mais pour moi il y a des variables qui viennent se greffer, qui viennent rajouter des choses en fait dans ce processus. Et donc
Alors, dans tout ça, tu parles de donner du sens, de fractionner le changement, de renforcer le sentiment de contrôle aussi, avec la notion de sécurité psychologique. Tu devais créer, si tu devais créer justement une sorte de, je dirais, de checklist neuroscientifique du changement, qu'est-ce que tu mettrais en fait dedans, dans cette checklist? Euh, une checklist neuroscientifique un peu d'une transformation réussie, du changement, Oui, elle passerait par des questions justement. C'est oui. vraiment, par exemple, ai-je sécurisé avant d'expliquer? Le changement a-t-il été annoncé avec transparence? Les Mhm. peurs ont-elles été reconnues et non minimisées? Comme ça, on va un peu calmer l'amygdale avant de solliciter justement l'adhésion. Ok. Ai-je donné un sens clair et incarné? Ai-je fractionné le changement justement? Donc, les progrès sont-ils célébrés? Les objectifs intermédiaires sont-ils visibles? Tout à l'heure, on parlait d'étapes justement. C'est Oui. vraiment important dans tout. Est-ce que j'ai renforcé le sentiment de contrôle? Toutes ces questions-là, le rythme du cerveau, ton adaptation, les pauses, le droit à l'erreur, est-ce qu'il est assumé ou est-ce que si je fais une erreur, je vais me faire licencier? Mhm. C'est exact. Toutes ces questions-là, justement, c'est un peu, ça ferait une checklist. Moi, en neurosciences, en tant que RH, étant donné que chaque personne est différente, on peut pas faire de checklist avec des affirmations. C'est toujours Oui. des questions parce que chaque collaborateur est différent. C'est comment lui il va répondre à ces questions-là qu'il faut me donner la réponse. Ok. C'est clair au moins. Alors, dans les approches neuroscientifiques, et tu mentionnes, et je te rejoins aussi, que toutes ne sont peut-être pas forcément bonnes à prendre dans un contexte d'organisation RH. Et dans ton mémoire, tu évoques des limites importantes. Est-ce que Ouais. tu pourrais nous évoquer ces dérives? Et c'est important de l'avoir en conscience pour nos auditeurs. Je dirais qu'il y a trois grandes dérives qui se détachent nettement des autres. Oui. Donc, la surinterprétation scientifique ou le neurosimplisme, Mhm. c'est le danger. euh, c'est un peu, on fait un raccourci. On, on en connaît un peu, donc on pense tout connaître. C'est ça. Et justement, certaines organisations croient pouvoir réduire un individu à un peu un profil cérébral. Ah, j'ai lu deux livres de neurosciences, ce qu'il a fait là, c'est pour ça. Alors que pas forcément, on n'en sait pas assez sur les neurosciences, justement. Mhm. Donc on généralise un peu des résultats issus de laboratoires contrôlés, mais on oublie la complexité du terrain, avec justement le risque de décisions RH biaisées ou simplistes. Oui. Je dirais aussi la dérive éthique, justement, donc la surveillance et la manipulation, l'usage de tests cognitifs, de différents dispositifs, justement. Et ces technologies, elles peuvent être détournées pour influencer subtilement les comportements, ce qui a Mhm. créé un peu une forme de neuromanagement intrusif, voire des manipulations cognitives. Eh oui. Et oui, et c'est là que justement l'information est importante parce que si on les connaît, même en tant que collaborateur justement, on est moins manipulable. Et en troisième, je dirais justement la déshumanisation du management. Réduire l'humain à seulement des réactions neuronales. Mhm. Donc les neurosciences ne doivent jamais remplacer l'écoute, le dialogue ou l'intuition, la relation humaine, mais les compléter. Une approche trop technicisée risque d'effacer les émotions, les valeurs et l'histoire justement individuelle. Alors que Eh oui. c'est les ressources humaines, c'est l'humain en C'est priorité. ça. Dans son unicité, dans toute sa complexité, et effectivement. Exactement. Après, il y Ouais. a justement les d'autres dangers comme les neuromythes, les styles d'apprentissage, largement invalidés scientifiquement. Mhm. Il y a des, comme je l'ai marqué justement dans mon mémoire, euh, il y a différents types de formations et chaque personne justement va préférer un type de formation, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire que ce type-là. Mm. Je préfère en présentiel avec un prof. Ça ne veut pas dire que je vais pas apprendre si je suis en e-learning, si je suis en hybride, si c'est pas un professionnel, mais c'est quelqu'un de l'entreprise qui va m'aider, justement. Si je retourne à l'école, faut pas se Mhm. mettre de limites. Pas parce qu'on en préfère un que les autres n'iront pas. Mm. Complètement. Alors, selon toi,
Quelles sont les applications neuroscientifiques qui sont prometteuses pour les RH dans les, on va dire, allez, 5 à 10 ans à venir? Est-ce que tu as une petite idée? Moi, je verrais bien la personnalisation de la formation via les neurosciences. D'accord. Ça veut dire utiliser des données sur l'attention, justement. On Mhm. en a déjà. Oui, On sait combien de temps un cerveau va se concentrer. En moyenne, oui. 45 secondes à 3 minutes. Ça dépend des personnes. Et donc, justement, comment travailler la mémoire, la charge cognitive, afin d'adapter les formats de formation, le durée, rythme, le média, justement, comme on en parlait juste avant. Vraiment à chaque apprenant. Chaque personne est différente. Donc, ça permet de maximiser les gains. Mhm. Euh, je dirais que c'est prometteur parce que ça permet de rendre la formation plus efficace en respectant le fonctionnement du cerveau. Ça évite forcément la surcharge et ça maximise ce qu'on appelle la plasticité, justement. Parce que le cerveau apprend tout le temps. Et plus on apprend, plus on aura de la facilité à apprendre. Et c'est ça qui est beau, justement. C'est vrai, ça me fait penser un peu. Moi, je fais du sport à un bon niveau et du coup, en fait, c'est comme les entraînements. Si on fait un gros entraînement sans savoir entraîner au préalable, du coup, c'est difficile à intégrer. Alors que si on fait beaucoup d'entraînements plus courts sur du long terme, ça, en fait, on améliore globalement notre performance quelque part et Exact. l'intégration des acquis. Mm. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ce parallèle que je fais. Euh, alors, qu'est-ce que tu aimerais, toi, de ton côté, voir évoluer dans les pratiques RH à la lumière de ton mémoire, puis de tout ce que tu as découvert déjà sur les aspects des neurosciences, entre autres? Ce que j'aimerais voir évoluer, euh, personnellement, je dirais le regard des RH. Le regard Mhm. des RH, ça veut dire que faut passer d'une logique de gestion à une logique de compréhension. Que Ok, l'on cesse un peu de corriger uniquement les comportements, faut commencer à comprendre ce qui les provoque. Pas oui. toujours juger en disant ah, il est en retard. Pourquoi il a été en retard? Ou pourquoi il est souvent en retard? Peut-être que si on modulait les horaires, beaucoup d'entreprises le font maintenant. Il commence pas à Mhm. 9h, il commence entre 9h et 9h30. On Mhm. réduit son stress, il a plus peur d'arriver en retard, plus peur d'être impacté par les bouchons, par juste un métro qui a 5 minutes de retard. Et justement, ça, en comprenant, en ne jugeant pas, c'est comme ça qu'on va réussir justement à pouvoir progresser, trouver des solutions. Faut qu'en tant qu'RH, on prenne tous en compte le fonctionnement réel du cerveau dans les décisions justement. Du coup, on parlait de marketing collaborateur. En fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment cette démarche-là, en fait, approfondie et de compréhension et aussi d'intégration dans les manières de manager quelque part. Exactement. Une idée qui me vient en tête, c'est dans le commerce, par exemple une location de voiture, Mhm. le client va arriver avec 10-15 minutes de retard. Normalement, il y a un coût prévu pour les retards dans les Oui. locations de voitures. Mais il y a des clients, on va leur dire, ah, c'est pas grave, vous inquiétez pas pour les fidéliser. Mais le collaborateur qui arrive pas souvent en retard, mais des fois ça lui arrive, on va lui faire une réflexion. On va lui faire et encore. Et ce qu'on fait pas au client, on le fait au collaborateur, à celui qui est avec nous tout le temps, celui qui travaille pour nous, celui qui nous aide. Et ce comportement un peu toxique va peut-être être ensuite répercuté sur les clients, va pouvoir être répercuté sur les autres collaborateurs, et ça crée une ambiance un peu néfaste. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour ton regard éclairant. Alors, si tant qu'on y est, est-ce que tu as des projets professionnels, des aspirations dans ton souhait d'évolution de carrière? Parce que tu as quand même un sujet qui est super intéressant. On voit que ça te passionne, que tu le vis aussi. Ça nourrit une réflexion. Est-ce que tu as des projets d'évolution, des types de postes qui t'intéressent dans l'avenir? Même si aujourd'hui, là, tu es chez Carrefour en tant que manager, peut-être que tu as des ambitions, des souhaits d'évolution de carrière. Est-ce que tu veux nous les partager ou qu'est-ce que tu en... Oui, là je suis chez Carrefour justement jusqu'en janvier, Oui. jusqu'en janvier 2026. Et actuellement, en parallèle de Carrefour, je fais un peu
bénévolat, parce que je me rémunère pas sur ça. Je suis pas Mhm. rémunéré, mais j'aide des personnes à trouver des alternances. Actuellement, j'ai par exemple 2 personnes. Une personne qui est en reconversion justement, donc en tant que RH, c'est beau à voir. Toi Ok, qui a eu un master justement en biologie mécanique et cellulaire, qui maintenant va être data analyst. Donc ok, ouais, là je cherche une alternance, donc je l'aide à peaufiner son CV, à mettre un peu en lien ce qu'elle faisait dans son master avant avec celui-là. Puis c'est une personne autonome, donc j'essaie vraiment de trouver une alternance. Il y a une autre personne aussi qui est elle en master en informatique et qui trouve pas, pourtant un très bon profil. Donc je l'aide un peu à mettre en avant son LinkedIn, son CV, etc. Et moi aujourd'hui, je me positionne clairement sur des fonctions un peu RH généralistes. C'est ce que j'aimerais faire. ok. Avec bien sûr une sensibilité un peu particulière pour tout ce qui est rémunération, Mhm. parce que c'est l'option de mon master 2 que j'ai eu. Et je suis quelqu'un qui aime profondément apprendre, qui aime comprendre, aller au fond des choses. Et c'est pour ça que je veux rester généraliste. Je veux pas me limiter à un seul champ, mais être solide un peu partout. Et c'est comme ça que je me projette avec un impact stratégique réel en RH, avec une vision globale un peu des enjeux humains. Mhm. Donc, parce que je suis quand même curieux, impliqué et assez ouvert à des opportunités, donc à l'international, au national. Parce que je suis convaincu que justement, sortir de sa zone de confort, pas forcément négatif, ça peut être un accélérateur puissant justement pour les compétences et la maturité professionnelle. Et moi je te connais un petit peu parce qu'on a été collègues de travail et je trouve que tu as une sensibilité particulière, notamment sur les notions de marque employeur, de santé au travail, en fait sur quelque part au carrefour entre plusieurs piliers en fait du RH. Et je trouve pertinent justement que tu mentionnes cette volonté d'aller sur le côté généraliste RH. Ouais, c'est Et vraiment puis ma moi vision. je le connais, je vous le dis en tant qu'auditeur, c'est un super geek parce que quand j'étais à l'AFPA, il nous a sorti de situations techniques, technologiques et il a beaucoup d'acquaintances là-dessus. Merci, c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je voudrais rajouter que ton travail, il montre à quel point c'est important les neurosciences. Ça peut aider les RH à être plus humaines, peut-être plus justes et plus efficaces, mais à condition de garder une éthique solide. Et comme tu l'as mentionné, il y a des limites aussi dans les neurosciences. C'est apprendre, trouver le bon curseur pour savoir qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on garde. Et puis, je suis certain que ton entrée dans ta vie professionnelle va être marquée par cette double compétence. C'est à la fois cette compréhension fine de l'humain et aussi cette approche scientifique que tu as. Tu as je trouve cette équipe qui est judicieuse, moi, à mon avis. Puis un dernier mot pour les jeunes professionnels RH ou les managers qui nous écoutent. Moi, j'aimerais leur poser la question suivante, c'est quelle est la première chose concrète qu'ils pourraient, eux, changer dès demain dans leur pratique grâce aux neurosciences. En tout cas, merci beaucoup, Marc-Olivier. C'était passionnant et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui se saisissent de ces sujets aussi importants dans les organisations. Ben, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. À bientôt, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux interviews, nouveaux regards, nouveaux prismes, toujours aussi innovants, éclectiques, et c'est ce qu'on aime ici dans cette émission. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, et à bientôt, Olivier, Marc-Olivier. À bientôt. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.